Qu'est-ce qui fait qu'un avion arrive à se positionner sur un marché commercial? À quoi faut-il penser pour que les compagnies achètent un avion? Je vous propose d'étudier un fiasco, un exemple d'avion qui ne s'est pas bien vendu. C'est le Convair 880 et on va voir ensemble pourquoi. Est-ce que vous connaissez le constructeur d'avion Convair? Ça vous dit quelque chose, Convair? Vous connaissez Boeing, vous connaissez Airbus, Douglas, mais Convair? Ben non, probablement vous ne connaissez pas ou vous ne connaissez plus, sauf si vous êtes un peu expert, parce que c'est une entreprise qui ne construit plus d'avions commerciaux, d'avions de ligne. À l'origine, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, durant les années 50, Convair construisait des bombardiers, comme le B-36, le B-58, qui est le premier bombardier supersonique, ou l'intercepteur F-106. Mais à l'époque, à la fin des années 50, Convair voudrait se positionner sur le marché de l'aviation civile. Alors là, il faut qu'on se replace dans le contexte de l'époque. Il y avait des constructeurs très bien implantés, notamment Douglas, songez au DC-3, au DC-4. Il y avait également Boeing, mais Boeing, c'était plutôt également des avions militaires. Et apparaît un fait nouveau, révolutionnaire, l'invention de la réaction. Ça commence en 1952 avec le De Havilland Comet, un avion anglais, qui est le premier avion civil à réaction. Et le Comet, même si lui ne sera pas un grand succès commercial, ouvre une grande ère, l'ère de la réaction dans le civil. Et ça va rebattre les cartes. Boeing, avec le 707, et Douglas, avec le DC-8, se précipitent pour rentrer dans ce marché. Ce sont des avions qui ont un certain rayon d'action, qui sont capables de traverser les États-Unis de part en part. Mais il y a également la réaction pour les avions court courrier. Pensez à la Caravelle en France, de Sud Aviation, qui a un rayon d'action d'environ 1600 km. Alors les dirigeants de Convair se disent qu'il y a possibilité d'entrer dans le marché de la réaction et de proposer un avion. Simplement, ils partent un peu plus tard que Boeing et Douglas et ils sont en retard sur ce marché-là. Alors la grande question pour eux, c'est comment se positionner? Un court courrier ou alors plutôt un avion similaire au Boeing 707 ou au DC-8 en termes de rayon d'action. Alors le choix est fait de se positionner sur du haut de gamme, c'est-à-dire plus rapide et plus confortable. Bon, derrière ça, il y a Howard Hughes. Vous vous rappelez, Howard Hughes, c'est le président de la TWA et d'une certaine manière, il propose un cahier des charges pour l'avion. Forcément, celui qui achète les avions, c'est aussi celui qui dicte ce qu'il veut. Donc les dirigeants de Convair se disent qu'ils ont trouvé une niche. Et le point fort de l'avion, celui qui va permettre de renforcer leur position commerciale, c'est la vitesse. 970 km/h, c'est-à-dire point de Mach 0,87. Et ça, c'est un peu mieux que le 707, c'est 50 km/h de plus. Ça a l'air de rien, 50 km/h de plus, mais c'est ce qui permet, quand on fait un vol New York-Los Angeles, de gagner environ 45 minutes. C'est pas négligeable, pensait le dirigeant de Convair. Alors on construit un avion assez classique, avec des ailes basses, en aluminium, les moteurs sont montés en nacelle sous les ailes, et puisqu'on emportera moins de passagers, mais dans des conditions plus confortables, eh bien l'avion est un peu plus petit et son fuselage est resserré. On estime qu'entre 88 et 110 passagers peuvent monter à bord. Alors au début, ça commence bien. L'avion reçoit la certification de la FAA, l'autorité américaine. On est le 1er mai 1960 et Delta Airlines achète des avions et commence à l'exploiter. Mais très rapidement, les choses se gâtent. Et pourquoi? Et pour comprendre cela, il faut faire un peu de physique. Regardez. Il y a quelque chose que vous devez avoir compris. Représentons sur ce schéma, d'une part, la vitesse de l'avion. Ça se compte en points de Mach. Là, vous avez Mach 1, Mach 1,2, Mach 1,4, 0,8, 0,6, 0,4. Et représentons à la verticale le coefficient de traînée, ce qui va freiner l'avion. Plus il est haut et plus il est freiné. Ben, on se rend compte de quoi? Eh bien qu'un avion, quand il accélère, le coefficient de traînée suit une courbe qui ressemble à ça. C'est-à-dire que tant qu'on est par ici, on est en subsonique,
eh bien, on a une traînée assez faible. Lorsqu'on est en supersonique, par ici, en supersonique, on a une traînée qui est plus importante qu'en subsonique, mais qui reste raisonnable. Par contre, entre les deux, ici, là, on a un espace de vitesse où on a eh bien, un coefficient de traînée important. C'est ce qu'on appelle le transsonique. Donc on comprend bien que le transsonique, ce n'est pas une zone où on a envie de rester lorsque l'on pilote. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de traînée, donc ça consomme beaucoup de carburant. Ce n'est pas très économique. Alors c'est pour ça que les Boeing, les Airbus classiques, en subsonique, ils volent par là. Parfois, ils essayent de s'approcher un peu de cette limite. Ça a été le cas du Convair. Le problème du Convair 880, c'est que son domaine de vol était dans le transsonique. Donc pour un petit gain de vitesse, eh bien, on a gagné, ou plutôt on a perdu, beaucoup de carburant, beaucoup de performance. C'est pour ça que cet avion, il n'est pas là où il faut. Économiquement, ça colle pas. L'argument gagner un peu de vitesse n'est pas suffisant par rapport à ce que coûte l'exploitation de cet avion. Au total, la commande initiale est très faible. Seulement 65 avions sont produits de 1959 à 1962. Et un avion qui part mal, c'est dur à rattraper par la suite. On est très en deçà du chiffre qu'il faut atteindre pour rentabiliser la construction de cet avion. C'est un désastre financier pour Convair. Le Convair 880 a amené un déficit de plus de 425 millions de dollars pour la compagnie. Heureusement que par ailleurs ils construisaient des avions militaires, ça leur a permis de rester à flot. Convair devient alors un sous-traitant de Douglas, participe par exemple à la construction du DC-10 et je vous renvoie sur la vidéo de Guillaume Dession sur le DC-10. Il existe une version rallongée et un peu plus rapide du Convair 880, c'est le Convair 990, mais là encore, pour les mêmes raisons, ce n'est pas une réussite commerciale. À l'approche du mur du son, c'est un avion qui a du mal à gérer les ondes de choc. Finalement, la carrière des Convair 880 s'achève prématurément. Les compagnies cherchent à se débarrasser de cet avion. Il y a quand même un des Convair 880 qui est resté célèbre, c'est celui qu'Elvis Presley a acheté, qu'il a appelé le Lisa Marie, en l'honneur de sa fille, et qu'il a meublé de manière extrêmement luxueuse, allant même jusqu'à mettre des boucles de ceinture en or massif. Si vous voulez voir cet avion, il vous suffit d'aller à Graceland, près de Memphis, c'est le domaine d'Elvis Presley, ça se visite aujourd'hui. En termes de sécurité, c'était plutôt un bon avion. Il y a eu 17 crashs de Convair, mais parmi ces 17 crashs, ce n'était pas dû à la conception de l'avion. On peut citer le vol KT Pacific, qui le 15 juin 1972 a explosé en vol suite à l'explosion d'une bombe à bord. Donc aujourd'hui, cet avion, il ne vole plus. Si vous voulez le voir, le seul exemplaire qui est entreposé intact, c'est celui d'Elvis Presley. Et une question se pose, si Convair avait fait un autre choix que de chercher à construire un avion un peu trop rapide, si par exemple ils étaient restés sur la même plage de vitesse que le 707 ou le DC-8, mais sur des avions court courrier, grosso modo si c'était mis sur le créneau de la Caravelle, est-ce que ça aurait mieux marché? Selon certains historiens, sans doute que oui. Mais est-ce que le court courrier est adapté pour le marché américain, avec des distances aussi vastes que celles des États-Unis? Que faire un avion qui ne peut parcourir que 1600 ou 1800 km? Si on n'a pas réussi à vendre de la Caravelle en Europe, pourquoi aurait-on réussi à faire un Convair court courrier aux États-Unis? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre des commentaires. Salut!